8h19 sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez donc ce matin Raymond Soubi, le conseiller de Nicolas Sarkozy pour les affaires sociales. Et d'abord, je lui dis bienvenue Raymond Soubi, bonjour, merci d'être là. C'est donc fait, la loi sur les retraites est promulguée au journal officiel. Dès la validation par les 9 du Conseil constitutionnel, le président de la République l'a signé. Il fallait plus que ça traîne, c'était à ce point. Bon, il n'y avait aucune raison que ça traîne. Le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision. Il était normal que la loi soit promulguée très rapidement. Alors pas de raison de traîner. Vous étiez tous impatients. Est-ce que ce matin vous êtes soulagés? Soulagés, contents surtout, qu'une réforme qui était faite pour les Français, pour les retraités et pour sauver les retraites soit passée. Parce que c'est la plus importante réforme sur les retraites jamais entreprise en France. Nous étions très en retard sur ce sujet sur les autres pays étrangers. Mais elle n'est pas tout à fait bien vue, bien acceptée. Je ne parle pas de la manifestation qui va encore avoir lieu le 23. Par exemple, le Parti socialiste vous reprochait encore tout à l'heure de ne pas avoir prévu le financement des retraites. Oh, écoutez, d'abord, pas acceptée. Je crois qu'elle est acceptée. D'ailleurs, j'ai vu un sondage dans votre confrère, le journal du dimanche de l'IFOP dimanche dernier, qui disait que les 2/3 des Français considéraient, c'était leur mot, qu'il fallait y passer. Et que 70% des Français considéraient que le Parti socialiste n'y reviendrait pas. Bon, alors, financée, oui, elle est financée. Et c'est la raison pour laquelle c'est une réforme difficile. Elle est financée en 2018-2020. Et en 2018-2020, comme je le dis parfois, l'eurogouvernement qui sera là n'aura plus aucune dette sur les retraites nées entre 2010 et 2020. Donc elle est financée. Est-ce que la bataille sociale a été plus ou moins rude que vous l'imaginez? Vous l'attendiez? La bataille sociale, comme vous dites, devait être rude. Elle devait être rude parce que tombait un symbole qui était celui de la retraite à 60 ans. Je rappelle que la France était le seul pays au monde à avoir conservé la retraite à 60 ans. Donc, bien sûr que ce n'était pas une affaire facile parce que c'était une réforme importante. Est-ce que vous croyez que le pays vous sera reconnaissant d'avoir été brusqué ? Faut pas dire brutalisé. Je pense que les Français n'aiment pas toujours beaucoup ce genre de mesures. Je suis convaincu qu'ils savent qu'elles sont nécessaires et que le temps passant, comme d'ailleurs pour toutes les autres réformes des retraites, les Français les accepteront et comprendront très bien qu'elles étaient nécessaires. Non seulement qu'elles étaient nécessaires, mais que c'était leur intérêt. Alors, les 9 sages ont noté que le système de retraite par répartition est préservé. Est-ce qu'il peut l'être pourtant longtemps ? La réforme permet de le préserver jusqu'en 2020. Je rappelle qu'aujourd'hui, une réforme sur 10 est financée par la dette. Bon. Et qu'en 2018, une retraite sur 8 sera financée par la dette. Autrement dit, en 2018, le risque existait que les pensions baissent de 15%, ce qu'a dit d'ailleurs un rapport du FMI. Or, grâce à cette réforme, les retraités, pendant les 10 ans à venir, n'ont aucun risque de voir baisser le niveau de leur retraite, qui est même maintenu en pouvoir d'achat par l'indexation sur les prix, sans la réforme. Monsieur Soubi, vous êtes en train de nous faire croire que vous faites le bonheur des Français malgré eux. Non, je pense qu'il ne s'agit pas de faire le bonheur des Français malgré eux. Ce sont des mesures douloureuses, mais il faut adapter le modèle social français. Et si vous me permettez, pendant toute cette période, moi je relisais les pères fondateurs de la Libération, du pacte social de la Libération. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que les retraites ne devaient pas être financées par les impôts qui viennent, mais par la solidarité. Et qui pense les financer par les impôts? Qui? Il me semble, dans certains programmes d'opposition, ici ou là, qu'on nous parle de prélèvements très importants, 25 milliards, 35 milliards, etc. Vous faites allusion à ce que disait tout à l'heure Benoît Hamon avec Guillaume Cahour. D'ailleurs, cette nuit, lors d'un débat animé, le Parti socialiste a adopté à huis clos, c'est-à-dire sans témoin, 200 propositions qui devraient servir au futur projet pour 2012. Est-ce que vous avez lu, vous avez une idée de ce que ça représente? Parce Écoutez, pour dire la vérité, je n'ai pas épluché dans le détail ces propositions. Il y a un point quand même qui me frappe et qui me semble ignoré, c'est qu'une crise mondiale, la pire depuis 1930, est arrivée. Bon, qu'elle plonge tous les pays d'Occident dans de vraies difficultés avec des pays émergents, Chine, Inde, Brésil, etc. Une guerre des monnaies. Nous ne sommes pas seuls au monde. Et il faut bien voir que pour répondre aux préoccupations des Français très légitimes sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat, on ne peut pas proposer des mesures qui sont totalement déconnectées de la réalité du monde. Mais c'est une recherche d'égalité réelle pour les Français, dans ces 200 mesures. Oui, vous le dites, et c'est le rôle normal de l'opposition de faire son travail. Ce que je crois,
et ce qui est très important pour les Français, c'est que, on stabilise nos économies occidentales. Sans ça, il y aura moins d'emplois et il y aura moins de pouvoir d'achat. Ça, c'est tout le problème du G20 pendant l'année à venir que va présider Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, qu'il y ait une plus juste distribution des richesses dans les entreprises. Ça, c'est un sujet de négociation que le président de la République et le gouvernement ont souhaité déjà. Et c'est ce que vous demandez aujourd'hui au MEDEF et aux chefs d'entreprise? Oui, mais que nous avions déjà demandé il y a plusieurs mois, MEDEF, chef d'entreprise, et naturellement, organisation syndicale. C'est-à-dire qu'il faut se répéter beaucoup pour être entendu par le MEDEF. Mais, cher Jean-Pierre Elkabbach, il faut toujours se répéter beaucoup pour être entendu de quiconque. D'ailleurs, on le dira à Laurence Parisot, qui sera dimanche l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Entre l'Élysée et les syndicats, M. Soubi, c'est plus que de la fâcherie. C'est la glace de la méfiance. Comment briser la glace? Et qui, le premier, doit briser la glace? Écoutez, c'est vous qui dites briser la glace, soyons sérieux. Les organisations syndicales, et je les comprends très bien, n'ont pas voulu s'engager dans un accord en bonne et due forme qui remette en cause la retraite à 60 ans. Mais demain... Parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. De là leur attitude depuis 2 mois. Et tout ça est parfaitement compréhensible. Il reste que depuis la mi-2007, de grands accords ont été conclus avec eux sur l'emploi, sur la formation, sur la représentativité. Et enfin, mais je vous réponds. Et enfin, les organisations syndicales ont 2 missions. Une, d'organiser des contestations, c'est ce qu'elles ont fait. Et 2, c'est de rechercher des compromis. Donc demain, elles vont recommencer à rechercher des compromis, d'abord sur les sujets qui intéressent les salariés, sur l'emploi, sur la formation, sur la juste répartition des richesses. Il va y avoir, je l'espère, des discussions patronat-syndicat, et ce sera très bien. Et dans la feuille de route sociale du prochain gouvernement, qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous imagineriez qu'il faudrait mettre? Et comment déplacer les discussions sociales? Sur quoi? Je crois que les discussions sociales, il y a de grands sujets devant nous. Il y a l'Agirc-Arrco, encore les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux. Il y a la réforme de l'UNEDIC, la convention va tomber. La médecine du travail, au passage. Il y a la médecine du travail. Il y a le juste partage des richesses dans l'entreprise. Il y a l'emploi et la formation professionnelle. Il y a de grands sujets à négocier entre le patronat et les syndicats. À partir de votre expérience et de ces 2 mois de tension, Raymond Soubi, quand on voudra réformer, qu'est-ce qu'il ne faudra plus recommencer? Je pense que nous avons en France un dialogue social qui est parfaitement adapté aux sujets importants, mais pas trop politiques. Sur l'emploi, la formation, on a des accords. Lorsqu'on touche des grands sujets de société ou politique comme les retraites, on ne peut pas avoir d'accord. À la différence d'autres pays comme l'Allemagne et comme les pays nordiques. Et donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est une affaire de long terme, c'est de mettre en place un système de relations sociales qui permet des compromis beaucoup plus forts sur des sujets de société. Ce sera le job de la prochaine équipe. Ce sera le job des prochaines équipes. Est-ce qu'on peut faire du neuf en matière sociale avec la même équipe qui a l'air fatiguée et divisée aujourd'hui? Je pense que d'abord, j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un remaniement heureusement, très prochainement. Vous êtes venu, vous l'avez compris, et appris ici, de Fabien. De Fabien Amias, il y a un instant, nous l'expliquait. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets sur la table. Nous sommes dans une période difficile. Je crois que tous les Français sont de bons citoyens, le gouvernement bon citoyen, les syndicats bons citoyens, le patronat bon citoyen. Je suis sûr qu'on trouvera des moyens de trouver des solutions adaptées à la situation. Il y a quelque chose, vous nous avez annoncé votre départ. Est-ce que vous savez maintenant, vous qui aura la mission difficile de vous succéder à l'Élysée, Raymond Soubi? J'en ai une petite idée, ce sera connu la semaine prochaine. Ouais. Un homme, une femme? Réponse? Comme disait Lelouch. Ah oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Raymond Soubi. Jean-Pierre, votre invité demain? Le grand historien Michel Vinocq. Parlez-moi de la France et de ses passions. Et vendredi, Claude Allègre.